réseau des automatisations logistiques. Au lieu de cela, elle laissait terminer par l'entrée de la femme du PDG dans la salle, décidant que l'architecte du système n'était plus nécessaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'était même pas employée de la société. La salle de conférence surplombait les quais de la Seine à la Défense. Des murs de verre reflétaient l'éclat des tableaux de bord projetés sur la table. Astrolabe devait être mis en service pour 12 clients majeurs à travers toute l'Europe. Des milliers d'expéditions, des centaines d'entrepôts, des millions d'euros circulant chaque heure. Un des directeurs des exploitations a tapoté à l'écran. Si ce déploiement réussit, a-t-il murmuré, Astrolabe gérera près de 40% de la coordination du fret de l'entreprise. Corentin Blanc s'est adossé à sa chaise, détendu comme le sont parfois les ingénieurs lorsqu'ils croient que le travail difficile est déjà terminé. L'architecture de base est stable, a-t-il dit, nous avons revu les couches de dépendance. L'exploitation devrait pouvoir la maintenir sans trop de difficultés. Il a fait un geste vers l'écran de projection où la simulation du système s'écoulait sur la carte. La majeure partie de l'automatisation du routage est désormais autocorrectrice. Quelques têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas répondu. Mon nom est Hélène Mercier. J'ai 46 ans, depuis 11 ans, je suis l'architecte système principal derrière Astrolabe. La plupart des gens au sein de l'entreprise remarquent rarement mon travail. C'était intentionnel. Lorsque l'infrastructure fonctionne, personne ne pense à la personne qui l'a construite. Astrolabe possédait une protection que la plupart des cadres comprenaient à peine avant d'autoriser des forçages structurels. Le système vérifiait l'authentification d'une autorité des architectures enregistrées. Il n'était pas conçu pour arrêter le système. Il était conçu pour empêcher la mauvaise personne de le réécrire. Le projecteur affichait des simulations des expéditions circulant à travers le continent. Les camions étaient déroutés automatiquement. Les files d'attente des entrepôts étaient recalculées en temps réel. Chaque nœud répondait exactement comme prévu. Corentin a de nouveau fait un geste vers l'écran. Vous voyez, a-t-il dit, tout fonctionne exactement comme prévu de l'autre côté de la table. Le directeur des opérations a légèrement froncé les sourcils. Hélène a conçu le cadre de routage. Corentin a hoché la tête poliment. Et la documentation est complète, a-t-il répondu, l'équipe peut s'en charger. J'y ai croisé les mains silencieusement sur la table. Quelque part derrière moi, une chaise a bougé. Puis la porte de la salle de conférence s'est ouverte. La pièce est devenue silencieuse. Vanessa de Saint-Hubert est entrée. Une posture parfaite, un manteau de haute couture, est l'assurance indéniable de quelqu'un qui croyait que le bâtiment lui appartenait. Elle n'avait aucun titre, aucun rôle dans l'entreprise, juste un lien. Elle était mariée au PDG. Ses yeux ont parcouru lentement la table avant de s'arrêter sur moi. Un léger sourire est apparu, et à ce moment-là, j'y ai compris que quelque chose avait déjà mal tourné. Le silence dans la salle de conférence a changé au moment où Vanessa de Saint-Hubert est entrée. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a marché lentement le long de la paroi de verre, ses talons claquant légèrement contre le sol en marbre comme si elle inspectait une propriété qu'elle possédait déjà. Techniquement, elle n'avait aucun poste dans l'entreprise. Tout le monde dans la salle le savait. Mais tout le monde savait aussi autre chose. Elle était mariée à Grégoire de Saint-Hubert, le PDG, et Grégoire ne l'avait jamais empêché de s'impliquer dans des décisions qui ne lui appartenaient pas. Quelques ingénieurs ont échangé des regards. Un des gestionnaires des exploitations a baissé la voix. Pourquoi est-elle ici? Personne n'a répondu. Vanessa a atteint le bout de la table et a posé le bout de ses doigts sur la surface polie. Son regard a fait le tour de la pièce avec soin, étudiant les visages comme pour évaluer qui comptait. Corentin Blanc s'est penché légèrement en avant. Eh bien, a-t-il dit en désignant l'écran de projection, nous examinons l'état final du déploiement des Astrolabe. Vanessa a regardé la carte en silence. Les simulations des expéditions coulaient à travers le continent. Est-ce stable, a-t-elle demandé. Corentin a hoché la tête. L'architecture du système est solide. L'équipe des ingénieries peut le gérer à l'avenir.
Quelqu'un à l'autre bout de la table a pris la parole. Hélène a conçu le moteur de routage. Corentin a eu un petit haussement des épaules diplomatique et elle l'a bien documenté. L'attention de Vanessa s'est portée sur moi. Son regard s'est attardé plus longtemps que nécessaire. Pas curieux, pas respectueux, elle évaluait. Elle a croisé les bras lentement. Mon mari a construit cette entreprise, a-t-elle dit calmement. Personne n'a parlé. Vanessa a continué. Et dernièrement, Grégoire et moi avons discuté de quelque chose. Elle s'est approchée de la table. L'entreprise ne devrait pas dépendre d'un seul ingénieur pour maintenir ses systèmes en état de marche. Le directeur des opérations a bougé inconfortablement. Vanessa, c'est une réunion technique. Elle l'a ignoré. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Puis elle a mis la main dans son manteau et a posé son téléphone sur la table. L'écran s'est éclairé sur un fil de discussion ouvert. Grégoire est d'accord, a-t-elle dit. La pièce s'est figée. Corentin a regardé le téléphone. La directrice des ressources humaines s'est penchée avec précaution. Est-ce une autorisation? Vanessa a souri légèrement. Il m'a demandé de m'en occuper. Ses yeux sont revenus vers moi. Puis elle a prononcé les mots qui ont fait taire toute la salle. Hélène, a-t-elle dit calmement, on n'a plus besoin de vous sur ce projet. La pièce est devenue totalement immobile. Pendant un moment, personne n'a bougé. Les mots semblaient flotter dans l'air comme une erreur que quelqu'un allait rapidement corriger, mais Vanessa de Saint-Hubert ne ressemblait pas à quelqu'un qui commettait des erreurs. À l'autre bout de la table, la DRH s'est raclé la gorge avec précaution. Vanessa, les décisions relatives au personnel nécessitent normalement un processus formel, une approbation juridique, une autorisation de la direction. Vanessa a levé un doigt légèrement sans la regarder. Vous oubliez quelque chose. Elle a incliné la tête vers le téléphone posé sur la table. Le nom du PDG était toujours visible sur le fil de discussion. Mon mari dirige cette entreprise. La phrase s'est abattue sur la pièce comme un poids. Et quand Grégoire prend une décision, a-t-elle poursuivi avec fluidité, il s'attend à ce qu'elle soit appliquée. La DRH s'est redressée lentement, visiblement mal à l'aise. Personne n'a parlé. Le directeur des opérations m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé la table. Hélène, a-t-elle dit doucement, nous pourrions avoir besoin de votre badge jusqu'à ce que cela soit clarifié. Sa voix avait le ton de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue. Pas en colère, pas confiant, juste piégé. J'y ai détaché le badge de ma veste. Le bord en plastique a tapé doucement contre la table en verre quand je l'ai placé à côté de la télécommande de projection. Corentin Blanc s'est adossé à sa chaise, étudiant la carte du système projetée sur le mur. Le déploiement semble stable, a-t-il dit. L'exploitation devrait pouvoir le maintenir. Il a fait un geste vers la simulation du tableau de bord. Nous avons examiné la documentation. Quelques personnes ont hoché la tête avec incertitude. Le sourire de Vanessa s'est légèrement élargi. J'y ai posé mes mains sur la table un instant et j'y ai regardé l'écran de projection où les simulations des astrolabes continuaient de circuler à travers le continent. Chaque nœud répondant, chaque itinéraire se mettant à jour exactement comme prévu. Puis j'y ai regardé Vanessa. Ma voix est restée calme. Alors, ai-je dit doucement, vous retirez l'architecte du système 1 heure avant le lancement. Vanessa n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. L'expression de son visage disait tout. J'y ai ramassé mon manteau et, juste avant de me tourner vers la porte, j'y ai ajouté une dernière phrase. Assez bas pour que les gens doivent se pencher pour l'entendre. Alors quelqu'un devrait probablement expliquer à l'équipe des ingénieries pourquoi l'identifiant des autorités des architectures vient de disparaître. Corentin a froncé les sourcils. Que est-ce que cela signifie? J'y ai ouvert la porte. Vous le découvrirez. Je suis sorti dans le couloir. La porte s'est refermée derrière moi. 3 minutes plus tard, à l'intérieur du centre des opérations, la première alerte est apparue sur le tableau de bord des astrolabes, et personne dans cette salle ne comprenait encore ce que cela signifiait. La première alerte est apparue discrètement.
À l'intérieur du centre des opérations, une petite notification jaune a clignoté sur le tableau de bord. Échec de la vérification de l'autorité des architectures. L'un des analystes a froncé les sourcils. C'est étrange. Il a tapé sur le clavier et a affiché la carte du système. Plusieurs nœuds sur le corridor de fret nord-sud étaient passés en mode de réponse limitée, probablement un délai de synchronisation des identifiants, a dit un autre ingénieur à l'autre bout du bâtiment. La réunion dans la salle de conférence s'était déjà dissoute en petites conversations. La plupart des gens pensaient que le déploiement se poursuivrait comme prévu. Puis une deuxième alerte est apparue. Celle-ci n'était pas jaune. Échec de l'authentification du forçage orange, a dit quelqu'un en se rapprochant du moniteur. Corentin Blanc est entré dans la zone des opérations juste au moment où le deuxième avertissement apparaissait. Vanessa le suivait à quelques pas. Que se passe-t-il, a-t-elle exigé. Corentin a jeté un coup d'œil au tableau de bord. Probablement un problème de permission. Il a ouvert la console du système et a commencé à taper, tentant d'accéder à la couche de contrôle du routage. Une seconde plus tard, il s'est arrêté. C'est bizarre. Quoi, a lancé Vanessa. Corentin a réessayé. Accès refusé. Il a changé de terminal et a tenté une autre commande. Refusé. Un analyste a pointé la carte du réseau. Le nœud de routage de Paris. Il vient de passer en mode sécurisé. Une autre voix a crié du fond de la salle. Le tableau de bord du client de Lyon ne met pas à jour les expéditions. Les téléphones sur le bureau des opérations se sont mis à sonner presque simultanément. Vanessa a croisé les bras. Eh bien, ne vous contentez pas de regarder, a-t-elle dit sèchement. Réparez-le. Corentin s'est essuyé les mains sur son pantalon et a tapé à nouveau, tentant de forcer un contournement manuel. Le système a refusé. Une autre alerte est apparue, puis une autre. Un ingénieur s'est approché de la console, scannant les journaux du système. La couche des architectures n'accepte pas les commandes de forçage, a-t-il dit doucement. Corentin a froncé les sourcils. Cela n'a pas de sens. Mais le tableau de bord racontait une autre histoire. Sur la carte, de plus en plus de nœuds passaient en mode restreint. L'ingénieur qui étudiait les journaux s'est figé. Il a pointé l'horodatage. Le verrouillage de l'autorité a commencé ici. Tout le monde s'est penché. Le moment exact où les identifiants de Hélène Mercier ont été révoqués. Les portes vitrées du siège se sont refermées derrière moi avec un clic étouffé. À l'extérieur, l'air de l'après-midi semblait étrangement calme par rapport à la tension qui régnait à l'étage. La circulation défilait le long de la Seine. Une camionnette de livraison tournait au coin de la rue. Mon téléphone a vibré avant que j'y ai fait disparaître Grégoire de Saint-Hubert, j'y ai répondu. Hélène, a dit le PDG avec fluidité. Je crois comprendre qu'il y a eu une certaine confusion pendant la réunion. Je me suis appuyé contre la balustrade surplombant la rue. C'est une façon de le décrire. Une courte pause a suivi. Vous devriez laisser tomber. Grégoire a continué. Vanessa peut être enthousiaste pour les affaires de l'entreprise. Mais l'équipe de direction a déjà pris sa décision. Sa voix s'est durcie légèrement. Si cela devient un désaccord public, cela ne donnera une bonne image de personne. Je n'ai pas répondu. Grégoire a continué calmement. Vous savez à quel point le secteur des technologies logistiques est petit. Les gens parlent. Si votre départ devient conflictuel, cela pourrait compliquer vos opportunités futures. Le message était clair. Partez tranquillement ou regardez votre carrière disparaître. Vous étiez une consultante externe, Hélène, a-t-il ajouté. Ne confondez pas cela avec la propriété. J'y ai regardé le reflet de la tour de l'entreprise dans le fleuve. Compris, a-t-il demandé. Je comprends, j'y ai dit. Bien, a répondu Grégoire. Alors nous ne devrions pas avoir de problème. La ligne s'est coupée. Un instant, j'y ai regardé l'écran du téléphone. Puis j'y ai passé un autre appel. Mon frère Daniel a répondu à la deuxième sonnerie. Laisse-moi deviner, a-t-il dit, l'entreprise a fini par te mettre dehors.
On peut dire ça. Daniel était avocat des affaires. Il avait vu assez de politique de conseil des administrations pour reconnaître immédiatement le schéma après que j'y ai expliqué ce qui s'était passé. Il a expiré lentement. Hélène, si le PDG commence à décourager discrètement les entreprises de t'embaucher, cela peut te suivre pendant des années. J'y ai regardé le bâtiment de verre derrière moi. Le logo de l'entreprise se reflétait dans la lumière du soleil couchant. Peut-être, ai-je dit, mais à l'intérieur du centre des opérations là-haut, Astrolabe a déjà commencé à rejeter les demandes de forçage structurel, et personne à l'intérieur du bâtiment ne comprend encore ce que cela signifie. En début de soirée, l'étage des opérations ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était ce matin-là. Les écrans qui affichaient autrefois des flux des expéditions fluides affichaient maintenant des indicateurs des avertissements. Ambre, rouge, ambre encore. Un analyste agrippait le bord de son bureau. L'automatisation de l'entrepôt de Marseille vient de passer en mode restreint. Une autre voix a crié de l'autre bout de la pièce. Les mises à jour du routage de Bordeaux ne sont pas traitées. Les téléphones sonnaient sans arrêt sur les bureaux des assistances clients. Une opératrice a couvert le combiné. Fret Express dit que leur file d'attente des expéditions n'a pas été mise à jour depuis 20 minutes. Corentin Blanc se tenait à la console centrale, tapant rapidement. L'assurance qu'il affichait plus tôt ce matin avait disparu. Cela ne devrait pas arriver, a-t-il murmuré. Les couches de routage sont stables. Il a tenté d'accéder au module de contrôle plus profond. Accès refusé. Il a essayé un autre terminal. Refusé à nouveau. Un ingénieur à côté de lui a parlé doucement. La couche des architectures n'accepte toujours pas les commandes de forçage. Corentin s'est frotté le front. Cela n'a pas de sens. Mais le tableau de bord racontait une autre histoire. Les systèmes de prévision des expéditions avaient ralenti. Les modules de planification des entrepôts passaient en mode sécurité. Des dizaines de nœuds de livraison sur le réseau restreignaient les ajustements automatisés. Un autre analyste a levé les yeux. La distribution de l'île vient de passer en routage manuel. Une seconde plus tard, une autre alerte est apparue. Puis une autre. À l'autre bout de la pièce, Vanessa de Saint-Hubert se tenait près du mur du fond, les bras croisés, son expression se durcissant. « Pourquoi ne répond-il pas » a-t-elle exigé. Personne n'a répondu. Un autre téléphone de la ligne des urgences a sonné. Le superviseur des opérations a décroché, a écouté pendant plusieurs secondes, puis est devenu blême. Transnord Logistique dit que leur contrat exige un temps de fonctionnement du routage automatisé. De l'autre côté de la pièce, le directeur financier s'est précipité sur le plateau des opérations, la veste à moitié boutonnée. « Quelle est l'exposition » a-t-il demandé. Un analyste a ouvert le tableau de bord client. « Si cela continue encore 1 heure, » a-t-il dit avec précaution, « nous risquons de déclencher des pénalités de service sur plusieurs contrats. » « Combien » a demandé le directeur financier. L'analyste a dégluti. « Des centaines de millions. » Le directeur financier a passé une main dans ses cheveux. Ce système soutient un réseau logistique de 300 millions d'euros. Un autre opérateur a crié depuis le bureau des assistances. 2 autres clients viennent de se déconnecter. Corentin a regardé la carte du réseau. Plus il sondait le système, plus l'architecture lui résistait comme une machine refusant les instructions de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Le directeur financier a lentement sorti son téléphone. « C'est au-delà du niveau de la direction » a-t-il dit doucement. Il a composé un numéro. Presque personne au sein de l'entreprise n'utilisait jamais cet appel. « Monsieur Delaroche » a dit le directeur financier avec précaution, « nous avons une situation. » Une pause a suivi. Puis le président du conseil des administrations a posé une seule question calme. Qui a conçu le système ? La berline noire est arrivée juste avant minuit. Elle s'est arrêtée devant le siège social en verre de l'entreprise alors que le plateau des opérations à l'étage luttait toujours contre la défaillance du système. Le chauffeur est sorti le premier et a ouvert la porte arrière. Richard Delaroche est sorti lentement. Il se déplaçait avec la patience calme de quelqu'un qui ne dirigeait pas l'entreprise mais dont l'argent rendait l'entreprise possible.
Dans le hall, le personnel de sécurité s'est redressé immédiatement. Monsieur Delaroche. Il les a salués d'un petit signe de tête et s'est dirigé directement vers les ascenseurs. Au moment où il a atteint l'étage de la direction, la réunion des urgences avait déjà commencé. Lorsque les portes de la salle de conseil se sont ouvertes, plusieurs cadres se sont levés instinctivement. Les gens faisaient cela en présence de Richard Delaroche. Il contrôlait le fonds des investissements qui avait financé l'expansion des Astrolabs, et les prêteurs qui avaient approuvé le déploiement de 300 millions d'euros faisaient plus confiance à son jugement qu'à quiconque au sein de l'entreprise. Corentin Blanc se tenait désormais contre le mur, silencieux. Le directeur financier avait les projections des expositions financières étalées sur les écrans. En bout de table siégeait Grégoire de Saint-Hubert. Le PDG avait l'air fatigué. Richard Delaroche est entré dans la pièce et a pris un siège vide à l'autre bout de la table. Pas de salutation, pas de présentation, juste un regard calme autour de la pièce. Enfin, il a parlé. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Le directeur financier a répondu le premier. 17 clients majeurs ont perdu l'accès au routage automatisé ce soir. Plusieurs entrepôts sont passés en mode manuel. Si le verrouillage de l'architecture continue, il a marqué une pause, nous risquons des pénalités contractuelles sur l'ensemble des réseaux logistiques. Richard a écouté sans interrompre. Puis il a posé une seule question. Qui a conçu Astrolab? La pièce est devenue silencieuse. Enfin, le directeur financier a répondu. Hélène Mercier. Richard a hoché la tête légèrement. Je me souviens du nom. Il a regardé vers Grégoire. Où est-elle? Le PDG a expiré lentement. Elle ne fait plus partie de l'entreprise. L'expression de Richard n'a pas changé. Pourquoi? Grégoire a hésité. Puis il a dit. Ma femme l'a retirée du projet plus tôt aujourd'hui. Les mots sont restés suspendus dans la pièce. Plusieurs membres du conseil des administrations ont échangé des regards mal à l'aise. Richard Delaroche s'est adossé et a croisé les mains. Lorsqu'il a repris la parole, sa voix est restée calme, mesurée. Alors, ce n'est pas une défaillance du système. Il a fait une pause, et tout le monde dans la pièce a senti le changement. C'est une défaillance de la direction. Les lumières de la salle de conseil sont restées allumées bien après minuit. Les cadres qui étaient rentrés chez eux plus tôt ont été rappelés. Les rapports financiers et les journaux système couvraient la longue table en verre. Richard Delaroche se tenait en bout de salle, étudiant les écrans. Échec des expéditions, avertissement de déconnexion client, projection de pénalités contractuelles. Puis il a regardé Grégoire de Saint-Hubert. Vous avez dit aux investisseurs que ce système était opérationnellement stable. Grégoire a bougé sur sa chaise. Il l'était, l'équipe des ingénieries a dû négliger quelque chose. Delaroche n'a pas réagi. Et est l'architecte responsable du système, a-t-il demandé. Grégoire a encore hésité. De l'autre côté de la table, plusieurs administrateurs l'observaient attentivement. Elle n'est plus dans l'entreprise. Un long silence a suivi. Delaroche a croisé les mains. Pourquoi? Grégoire s'est raclé la gorge. Ma femme a pris une décision concernant le personnel plus tôt aujourd'hui. L'un des administrateurs s'est redressé lentement. Vous avez permis à une personne non employée de renvoyer l'architecte d'un système des infrastructures en service. Personne n'a répondu. Un murmure d'incrédulité a parcouru la pièce. Vous avez permis à quelqu'un sans aucune autorité, a continué calmement Delaroche, de renvoyer l'architecte responsable d'un réseau logistique de 300 millions d'euros. Grégoire a tenté de se rattraper. Cela n'aurait pas dû dégénérer ainsi. Près de la fenêtre, Vanessa de Saint-Hubert s'est avancée. C'est absurde, a-t-elle dit sèchement. Si un système s'arrête de fonctionner parce qu'un ingénieur s'en va, c'est un défaut de conception. Plusieurs membres du conseil ont échangé des regards. Delaroche s'est tourné vers elle. Madame de Saint-Hubert, a-t-il dit calmement, vous n'êtes pas une employée de cette entreprise. Vanessa a ouvert la bouche pour répondre, mais personne ne l'a soutenue. L'équilibre de l'autorité dans la pièce avait déjà basculé.
Delaroche s'est tourné à nouveau vers Grégoire. Vous avez permis à quelqu'un n'ayant aucune autorité hiérarchique d'interférer dans la gouvernance opérationnelle. Grégoire n'a rien dit. La voix de Delaroche est restée calme, précise et finale. Grégoire de Saint-Hubert, a-t-il dit lentement, jusqu'à ce que le Conseil termine son examen de cet incident, il a marqué une pause, vous êtes suspendu de vos fonctions de PDG. L'appel est arrivé un peu après minuit. Madame Mercier, a dit la voix à l'autre bout du fil. C'est Richard Delaroche. J'y ai reconnu le nom immédiatement. Président du conseil de surveillance, je crois, a-t-il continué calmement. Votre système refuse actuellement de coopérer avec mon entreprise. Son ton n'était pas hostile, juste direct. J'y ai conçu Astrolabe pour protéger son architecture, j'y ai dit, il fait exactement ce pourquoi il a été construit. Il y a eu une brève pause. Je vois, a répondu Delaroche. Puis il a dit quelque chose de simple. Seriez-vous prête à revenir et à rétablir les opérations ? 30 minutes plus tard, je franchissais à nouveau les portes du même bâtiment que j'y avais quitté l'après-midi même. L'atmosphère à l'intérieur avait complètement changé. L'assurance du matin avait disparu. Le plateau des opérations ressemblait désormais à un hôpital en pleine urgence. Corentin Blanc se tenait près de l'entrée de la salle des serveurs, pâle et épuisé. Quand il m'a vu, il s'est écarté sans dire un mot. Le système qu'il avait prétendu pouvoir maintenir refusait maintenant chaque forçage administratif. À l'intérieur de la salle des serveurs, l'équipe des ingénieries attendait autour de la console principale. Quelqu'un a chuchoté doucement, elle est là. Je me suis assise au terminal. L'interface des Astrolabes est apparue immédiatement. Pas cassée, pas endommagée. Elle attendait juste une autorité des architectures authentifiée. Lancer une vérification de l'intégrité du système, ai-je dit. L'un des ingénieurs a hoché la tête. Quand vous voudrez. J'y ai entré la séquence des autorisations. En quelques secondes, le système a répondu. Autorité de routage rétablie. La planification des entrepôts a repris. Les calculs des expéditions ont été recalculés sur tout le réseau. Sur le plateau des opérations, les voyants des alertes sont passés du rouge à l'ambre, puis progressivement au vert. Les téléphones ont recommencé à sonner. Cette fois, les voix semblaient soulagées. Transnord se reconnecte. Le tableau de bord client de Lyon est de nouveau en ligne. Quelqu'un a expiré des incrédulités. Richard Delaroche se tenait silencieusement à côté de la console, regardant le système se stabiliser. Après un moment, il s'est tourné vers moi. Madame Mercier, a-t-il dit calmement. Envisageriez-vous de revenir dans l'entreprise ? En tant que directrice de la technologie. La réunion du conseil des administrations le lendemain matin a été plus courte que prévu. Les rapports système, l'exposition financière et les mises à jour de récupération des clients étaient déjà organisés sur la longue table en verre. Richard Delaroche a ouvert la séance. L'incident d'hier a mis en évidence une faille de gouvernance, a-t-il dit calmement, pas une faille technique. De l'autre côté de la pièce, Grégoire de Saint-Hubert semblait épuisé. Vanessa se tenait à ses côtés, les bras croisés, essayant toujours d'afficher l'autorité dont elle avait fait preuve la veille, mais la pièce ne lui répondait plus. L'un des administrateurs s'est penché en avant. Grégoire, avez-vous autorisé votre femme à renvoyer l'architecte responsable de l'infrastructure des Astrolabes ? Grégoire a hésité. Je ne l'ai pas empêché. Un autre administrateur a fermé son dossier. C'est bien là le problème. Delaroche a regardé autour de la table. Votez. Les mains se sont levées une par une. Silencieux. Final. Grégoire de Saint-Hubert, a dit Delaroche, vos fonctions de président-directeur général sont terminées avec effet immédiat. Grégoire a expiré lentement. Vanessa s'est avancée avec colère. C'est absurde, a-t-elle lancé. Vous démantelez la direction pour une seule ingénieure. Delaroche n'a pas élevé la voix. Madame de Saint-Hubert, a-t-il dit calmement. Vous n'avez jamais fait partie de la direction de cette entreprise.
La sécurité est entrée dans la pièce et les a discrètement escortés tous les deux vers la sortie. Plus tard cette semaine-là, le conseil des administrations a mis en place une politique de gouvernance empêchant les personnes non employées de participer aux décisions opérationnelles. Vanessa de Saint-Hubert n'était plus autorisée à entrer dans le bâtiment. Les portes se sont refermées derrière eux. À l'intérieur de l'entreprise, Astrolabe continuait de fonctionner normalement. Les itinéraires des expéditions se mettaient à jour à travers toute l'Europe. Les systèmes des entrepôts se synchronisaient à nouveau. Les tableaux de bord clients s'actualisaient sans délai. Cet après-midi-là, une annonce interne a circulé dans tous les départements. Hélène Mercier, directrice de la technologie. Avant de quitter le bâtiment, Richard Delaroche s'est arrêté brièvement sur le plateau des opérations. Il a regardé une fois le tableau de bord du système et a dit doucement. La prochaine fois, assurons-nous que la personne qui a construit le système soit toujours dans la pièce. Ce soir-là, je me tenais seul dans le centre des opérations, regardant le réseau Astrolabe s'écouler sur les écrans. Des milliers d'expéditions, des centaines d'entrepôts, tout bougeait exactement comme prévu. Pendant 11 ans, j'y avais construit ce système dans l'ombre. Hier, quelqu'un a décidé que l'architecte n'avait pas d'importance. Astrolabe avait déjà répondu à cette question. Cette histoire est une illustration parfaite de ce qui arrive quand la politique familiale interfère avec la rigueur technique et la gouvernance d'une grande entreprise. Dans le monde de la haute technologie, le respect de la hiérarchie et des compétences est crucial, et cette erreur de Grégoire de Saint-Hubert lui a coûté son poste de PDG. On voit souvent des dirigeants oublier que ceux qui construisent les fondations d'une entreprise sont parfois plus indispensables que ceux qui portent le titre de chef. Le système Astrolabe n'était pas seulement un logiciel, c'était le gardien de sa propre intégrité, prouvant que la compétence technique finit toujours par s'imposer face à l'arrogance. C'est une belle leçon sur la valeur de l'expertise et les limites du pouvoir personnel au sein d'une structure professionnelle. Selon vous, le conseil des administrations a-t-il eu raison de renvoyer le PDG immédiatement, ou aurait-il dû lui donner une seconde chance en blâmant uniquement sa femme pour cette crise ?